Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Les fortes pluies continuent de s'abattre sur notre île. Mardi soir, elles ont causé un embouteillage monstre sur la route nationale 5. Ils l'avaient annoncé, les sapeurs-pompiers ont débuté une grève ce mercredi. Le séminaire international contre la drogue qui se tenait à l'hôtel La Batelière avec des représentants de plusieurs pays de la Caraïbe s'est achevé aujourd'hui. 3 millions d'euros en moyenne par année, c'est le budget nécessaire pour se protéger ou réparer les dégâts des sargasses. Enfin, nous reviendrons sur la disparition de Louis Laouché, décédé à l'âge de 82 ans. Et pour commencer ce journal, la Martinique reste en vigilance jaune à cause des fortes pluies qui s'abattent sur elle en ce moment. Comme il l'avait annoncé hier, les pompiers sont actuellement en grève. Pour l'instant, ils ne veulent pas pénaliser la population. C'est pour cela qu'aujourd'hui, mercredi, ils n'ont bloqué que leur siège à Fort-de-France. Ils protestent contre leur manque de moyens pour accomplir leur mission et réclament la démission tant de l'actuel président que du directeur du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. Rappelons qu'actuellement, la caserne de Fort-de-France ne peut compter que sur une seule ambulance pour 93 000 habitants et qui, de surcroît, n'est pas en bon état. En bref, la Sainte Famille, c'est cette association qui reçoit des enfants orphelins. Ce week-end, elle aura 70 ans, mais il est peu probable que cet anniversaire soit fêté, sauf si un accord de dernière minute intervient entre la direction de l'institution et les salariés. Ceux-ci affirment avoir obtenu dans l'ancienne direction l'application de la Convention collective nationale étendue aux DOM, une convention qui concerne notamment les crèches. Mais il semble que la nouvelle direction ne se sente pas tenue par les promesses de l'ancienne et refuse d'appliquer cette Convention collective nationale. Et puis, hier, mardi, dans la soirée, un embouteillage monstre s'est produit sur la route nationale 5 entre le rond-point de Petit-Bourg et celui de Rivière-Salée. Certains automobilistes ont été bloqués pendant 3 heures. C'est une situation habituelle en cas de forte pluie, comme ça a été le cas précisément hier et d'ailleurs aussi ce matin, mercredi. L'ancienne région avait fait des études pour résoudre ce problème. Il semble que l'actuelle majorité à la CTM n'envisage pas d'utiliser cette étude. Louis Laouché nous a quittés le 27 novembre dernier. Il nous laisse une œuvre aussi foisonnante que l'était sa personnalité. C'est le 30 mai 1934 que Louis Laouché a vu le jour à Fort-de-France. 8e enfant d'Anita et Léon Laouché, il restera pendant 5 ans, le petit dernier, avant que 5 autres enfants ne viennent s'ajouter à la fratrie qui va compter alors 13 enfants. Tous grandissent dans cette partie du quartier de Sainte-Thérèse qu'on appelle désormais Renéville. Leur père est douanier après avoir été très jeune marin dans la marine marchande et avoir connu de ce fait de multiples pays. De la Grèce à l'Indochine, dont il ramènera une fille en passant par la France. Leur mère est femme au foyer avec donc 13 enfants à élever. L'éducation que reçoit Louis Laouché, comme ses frères et sœurs, est très stricte. Le travail y est le maître mot. Il est la clé de l'accomplissement du soi. Travailler à l'école d'abord, mais aussi travailler la terre entre hommes avec son père et ses frères dans la propriété familiale qui se trouve alors aux eaux découpées. Louis, Loulou pour les amis, ne perdra jamais le goût de cultiver la terre, celle qui nous offre dachines, patates douces et autres ignames. Mais le plasticien saura aussi, dans sa maison de Saint-Joseph, mêler avec patience et passion caféiers, poivriers, fleurs,
plantes et autres arbres fruitiers dans un ravissant jardin en perpétuelle évolution. Il a, dès son plus jeune âge, aimé observer la façon dont les travailleurs manuels soumettent les matériaux pour en faire un objet. De là aussi lui est né le goût du travail soigné. Le dessin deviendra très tôt pour lui une activité de prédilection. Il aura d'ailleurs la chance de rencontrer à l'école des Terre-Saint-Ville Monsieur Peu, un remarquable professeur de dessin qui lui montrera la voie de l'authenticité dans l'expression. Plus tard, Louis passera le concours d'entrée à l'école des arts appliqués où le travail de l'argile l'attire tout particulièrement. En 1952, il a donc seulement 18 ans, il expose au 3e Salon des artistes martiniquais. Louis Laouché appartient à une génération où de nombreux Martiniquais, en quête d'eux-mêmes, sont allés à la rencontre de l'ailleurs et de l'autre. Bien au-delà d'un parcours initiatique, il trouva dans cet ailleurs la partie manquante de son âme. Sa première et longue étape est la France. Il est admis en effet en 1954 à l'école des arts décoratifs de Nice. C'est dans cette ville qu'il rencontre Pablo Picasso jusqu'à travailler avec lui dans son atelier. L'art moderne le séduit immédiatement. Il aime la liberté qu'il procure, pouvoir s'exprimer enfin. Dans le même temps, Louis Laouché se lie d'amitié avec des étudiants africains dont il se rend compte qu'ils lui révèlent, sans même le savoir, un peu de sa propre histoire. Et un désir d'Afrique grandit en lui. C'est décidé, il part donc, diplôme en poche, en Côte d'Ivoire, pour y enseigner le dessin et les arts plastiques dans le cadre de la coopération. Là-bas, il se passionne pour les arts rituels où le sacré, la magie et surtout le culte des ancêtres jouent un rôle central. Il est conquis par ses statues, ses masques fétiches, par leur dépouillement esthétique, par les matières utilisées si variées. L'écorce, la filasse, la poussière de cailloux. Sa pratique artistique s'affine. Son œuvre se densifie et d'exposition en exposition affirme sa singularité. Sa présence au Festival mondial des arts nègres de Dakar en 1966 confirme une réputation déjà flatteuse. En 1967, il quitte l'enseignement et se rend en Haute-Volta, où on lui confie la tâche de créer et de diriger à Ouagadougou le Centre national d'artisanat d'art. En 1970, le ministère ivoirien du tourisme et de l'artisanat le sollicite comme conseiller pour la création d'un office national de l'artisanat d'art. Son condisciple Serge Hélénon le rejoint. Ils créent ensemble sur le plan artistique l'école Négro-Caraïbes. Plus tard, il sera conseiller du ministre du Tourisme de la Côte d'Ivoire qui a bien compris que l'artisanat d'art pouvait être un puissant produit d'appel touristique. C'est en 1984 que Louis Laouché revient définitivement en Martinique où il est recruté par le conseil régional que préside alors Camille Darcière. Il ne parviendra pas à mener à bien son projet d'introduire le bambou dans le quotidien des Martiniquais, tant pour les constructions que pour l'ameublement. Par contre, sur le plan artistique, il introduit ici les totems qui prendront une place importante dans toutes les expositions qu'il fera. Louis Laouché a un de ses tableaux accroché dans un couloir de l'ONU à New York et il a exposé outre dans de grandes galeries à Paris, à la préfecture de Martinique, au conseil régional où une fresque de lui orne mur extérieur de façon permanente et à l'habitation Clément. Son œuvre picturale, comme celle de bien de grands peintres, peut se décomposer en plusieurs périodes, dont une plus africaine que les autres. Celle où domine l'ocre des terres latéritiques d'Afrique. Mais même quand le bleu ou le rouge s'immiscent dans ces tableaux et leur donnent plus de légèreté, un brin d'insouciance, les sources d'inspiration de Louis Laouché restent les mêmes. Émancipation et fierté de l'homme antillais qui refuse la dissolution de son identité. Notons que jusqu'à sa mort, il entretiendra une relation puissante avec l'Afrique puisqu'il était le consul de la Côte d'Ivoire en Martinique. Mais il était d'abord et avant tout
un humaniste antillais. En bref, à peine installé à la tête du MEDEF, Bernard Edouard observe que sur 28 pays de la Caraïbe, la Martinique est la 19e destination sur le plan touristique. Il estime donc qu'il convient de faire des efforts particuliers dans ce secteur. Il préconise la mise en place d'une zone franche expérimentale qui consisterait à exonérer de taxes tous les services ou les produits qui auraient vocation à être utilisés ou achetés par les touristes. Aujourd'hui, mercredi, s'est terminé le séminaire international contre la drogue qui se tient à l'hôtel La Batelière avec des représentants de plusieurs pays de la Caraïbe. Tous les participants ont mis l'accent sur la nécessité de coopérer. Un responsable des douanes français a affirmé que ces dernières années, le chiffre d'opérations réussies contre les trafiquants de drogue a triplé. Rappelons que même s'ils sont arraisonnés par les douaniers ou les militaires français, les trafiquants peuvent ne pas être jugés par des tribunaux français, mais par des tribunaux du pays dont ils sont les ressortissants, pour le pays dont dépend le lieu où ils ont été arrêtés. C'est souvent le cas lors des saisies en mer. Certains spécialistes se demandent si c'est la meilleure solution tant la corruption est présente dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Et puis, pendant longtemps, le mot drogue à la Martinique a été synonyme de cannabis, mais l'on parle de plus en plus de cocaïne. La tendance serait aujourd'hui d'échanger du cannabis contre de la cocaïne. Nous vous avons parlé hier de 8 trafiquants qui ont été arrêtés. C'est essentiellement à ce trafic-là qu'ils se livraient entre la Martinique et la France. La cocaïne obtenue en Martinique contre du cannabis était envoyée notamment dans le 18e et 20e arrondissement de Paris. Ce réseau a été démantelé après l'arrestation à Orly le 15 novembre d'un jeune homme de 26 ans en provenance de l'aéroport Aimé-Césaire. Rappelons que la cocaïne, c'est la drogue la plus répandue en Amérique du Sud. Elle est également très répandue aux États-Unis, en provenance précisément d'Amérique du Sud. Sans doute essaie-t-elle aussi de s'étendre en France continentale par les Antilles françaises interposées. Les sargasses sont en passe de devenir une catastrophe naturelle contre laquelle les Martiniquais auront du mal à se prémunir. Une étude très sérieuse affirme qu'il faut prévoir environ 3 millions d'euros en moyenne par année pour se protéger ou réparer leurs dégâts. 3 millions par année en comptant les années où les sargasses ne sont pas présentes sur nos côtes. En bref, à propos de catastrophes naturelles, un exercice de prévention de dimension internationale va se dérouler dans notre zone géographique du 21 au 25 mars de l'an prochain. Il s'agit de simuler un tremblement de terre suivi d'un tsunami. Ce tremblement de terre se produirait en Guadeloupe. Plus de 100 professionnels seront mobilisés et les pouvoirs publics recherchent des volontaires pour servir de figurants. On en recherche 1000 en Martinique. Les communes et les personnes qui veulent participer à cet exercice doivent s'inscrire avant le 14 décembre à la préfecture. Et puis, ça y est, ils le réclamaient depuis longtemps. Les policiers municipaux peuvent être équipés de pistolets semi-automatiques 9 mm au lieu des revolvers à barillet dont ils disposent aujourd'hui. Ces pistolets sont beaucoup plus performants, mais nécessitent une formation. Plusieurs communes, cependant, affirment ne pas pouvoir changer le matériel de leurs policiers parce qu'ils n'en ont pas les moyens sur le plan financier. Elles se proposent de demander une aide à l'État. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.